Ça fait plaisir de voir toutes ces têtes. On a beaucoup de gens qu'on connaît dans la salle et ça fait chaud au cœur de vous voir tous. Ça fait aussi chaud au cœur de voir que le mime continue et avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Donc, je nous présente Sharif Mirchak, Noé Sardé, Parafilm. On est à Montréal depuis pas mal de temps maintenant. On s'installe comme compagnie depuis à peu près une dizaine d'années, un peu moins. Et ça a commencé en fait ici même. Enfin, je dirais pas ici, mais le studio de Moment Factory avant, qui était de l'autre côté de la track. Et à l'époque, on avait un espace qui était assez cool avec un studio de la même sorte. C'est là qu'on a même rencontré Greg Bart. Il est là, Greg. Donc il y a un lien entre nous en fait. Il y a un lien qui date. Et donc on va commencer comme ça avec la genèse de Parafilm. Donc comment ça s'est arrivé? C'est un rêve d'enfant finalement. Sharif et moi-même, on était des rêveurs, puis on pensait qu'on pouvait réaliser des films à partir des idées qu'on avait dans nos têtes depuis tout petit. Et ça avait un lien profond avec l'océan, ça avait un lien profond avec l'exploration. Donc si je peux enchaîner là, voilà. On aime beaucoup expérimenter. Alors ça, c'est des exemples. On aime plonger dans un monde microscopique. Donc les microscopes, le macro est quelque chose qu'on explore beaucoup. Là, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai entendu du sucre. Du sucre? Non, c'est pas du sucre. Du sel. C'est du sel vu, magnifié beaucoup de fois avec un gros microscope Zeiss. Ça, c'est plus dur. Alors ça, c'est vivant. Ça vit, c'est une cellule. Ça s'appelle un foraminifère. C'est comme une étoile ou une nébuleuse, mais toute petite, toute petite. Il faut vraiment le regarder avec un microscope, sinon on ne le voit pas du tout. Puis ça bouge. Et notre prochain challenge, c'est de filmer ça en time-lapse. On ne l'a pas encore fait, mais ça s'en vient. Les petites affaires que vous voyez là, ça bouge dans tous les sens, puis ça se nourrit. C'est carnivore, ces animaux-là. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Disco Ball. Donc voilà, nous on est très inspirés par la nature. Finalement, c'est vraiment ça qui est le cœur de notre travail. On parlait de time-lapse. Voici un essai. Ça a été fait très récemment. On a essayé de filmer du vivant à très grosse magnification. Vous aimeriez bien en voir encore, mais non. C'est top secret. En fait, beaucoup de nos travaux, pour l'instant, sont un petit peu... on ne peut pas trop en parler. Il y a des contrats, puis des grosses chaînes de télé qui achètent ces images, puis ils nous limitent un peu dans notre liberté. Mais on va aller un peu plus vite. Je vais laisser la parole à Sharif et les chroniques du plancton. Ben c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici ce soir qui nous connaissent comme étant les Plankton Guys. On ne pourra jamais, je pense, s'éloigner de cette étiquette-là. Donc, c'est sûr qu'on va parler de plancton ce soir, c'est sûr. Alors, je dois commencer par notre série web qui s'appelle Les Chroniques du plancton. Plankton Chronicles, Crónicas del Plankton. C'est une série trilingue qu'on a commencé en 2009, mais qui a été publiée sur le web en 2011. Puis je dirais que parmi tous les projets, c'est vraiment notre projet phare, là, qu'est-ce qui a lancé Parafilms. Puis je pense que, comme Noé disait, ça vient de notre volonté de marier art et science. Je pense que ça a toujours été notre passion. On est deux plongeurs, puis quand on s'est rencontrés, Noé et moi, c'est comme la première fois qu'on s'est parlé, on voulait faire des documentaires sous-marins, animaliers, tout ça.
Et puis, on était tous les deux des macro freaks. Et puis, on était tout le temps en train de comme, jouer dans la terre, faire de la macro. Alors, c'est un peu comme la genèse de tout ça. Et pour y aller plus spécifiquement encore, c'est un peu la photo à gauche qui était, comme on peut voir, ça c'est à l'ancien Nomad Nation qui était ici sur Hutchison, donc en 2009, en 2008. En 2008, ça, c'est le père de Noé, Christian Sardet. Il était de passage à Montréal, donc l'ambiance était très laid-back, comme vous pouvez voir. Et puis, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous rappelez de cette époque-là. C'était quand la P2 était le standard de l'industrie, very long time ago. Et puis, la Canon 5D Mark II était en train de sortir sur le marché. Puis moi, je me souviens, j'avais tout de suite pressenti que ça allait comme être un major game changer. Alors, on a été parmi les premiers, je pense les premiers au Canada à avoir cette caméra. Et puis là, on a commencé vraiment à faire juste du experimental shit, filmer toutes sortes de trucs en macro. Puis le père de Noé a vu ça. Il a vu où était rendue la technologie. Puis en gros, il s'est équipé du même équipement. Et puis, dans son laboratoire, parce qu'il est biologiste au CNRS à Villefranche-sur-Mer, donc on peut voir la baie de Villefranche ici, puis il y a l'Observatoire océanologique là-bas, qui est un institut maritime reconnu à l'international. Fait qu'en gros, c'est devenu sérieux, mais quand même avec peu de moyens. Et puis, c'est là que ça a commencé. Alors, voici juste quelques photos qu'on a choisies parmi tant d'autres. Ça, c'est des unicellulaires aux allures cosmiques. Et puis, bon, ça a pris quelques années. Au fil du temps, on a pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Et puis, ça a finalement pris 2 ans pour que notre site soit online, que les chroniques du plancton soient online. Et puis là, comme vous allez voir par la suite, ça a vraiment pris son envol. Donc, c'est des créatures absolument incroyables. Et puis, au-delà de la beauté visuelle du plancton, je pense que c'est important de parler aussi de... On fait play ici? Ouais. Donc, c'est très important de parler des nombreux rôles importants. Donc, je ne vais pas vous donner un cours de biologie de 30 minutes, mais j'aimerais que vous essayiez de retenir 3 choses très importantes sur le plancton. C'est que, c'est la base de la chaîne alimentaire des océans. Donc, le phytoplancton se fait manger par le zooplancton, qui nourrit ensuite les poissons, les mammifères marins et tout le reste. Deuxièmement, quand vous respirez ce soir ici au MIM, une respiration sur 2, veuillez s'il vous plaît remercier le plancton parce que, en gros, le phytoplancton est photosynthétique à cause des chloroplastes et puis ça crée 50% de l'oxygène sur la Terre. Donc, autant que toutes les forêts sur Terre. Le phytoplancton est très important. Et troisièmement, quand le plancton meurt, il sédimente au fond des océans. Et puis, c'est ce qui crée le plancher océanique. Et puis, avec le temps, avec des millions d'années, le plancton mort se transforme en pétrole. Donc, quand on parle de combustible fossile, en gros, c'est des fossiles de plancton au fond de la mer. Donc, voilà quelques faits saillants. Et puis, donc, quand notre série a été publiée, là, on a commencé à recevoir plein de lettres de plein de professeurs à travers le monde qui utilisaient les épisodes dans leurs cours de biologie. Et on a été contacté par une National Geographic Explorer pour faire un film sur TED qu'on a fait, qui s'appelle The Secret Life of Plankton. Et puis, on en a fait 2 autres aussi. Puis ça a vraiment aidé au rayonnement de notre série et puis de tout le contenu qu'on était en train de faire. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de savoir comment on fait tout ça, parce que c'est vraiment crazy. Ce serait très dur de filmer du plancton dans la mer, parce que souvent, la profondeur de champ est 1 millimètre ou moins, donc on parle de choses vraiment microscopiques. Donc, en gros, le plancton est pêché avec des filets. C'est ramené en laboratoire, où est-ce qu'on trie avec des pipettes et des petri dish. Et puis, tout est filmé, en général, en laboratoire. Puis des fois, on se ramasse même à comme... Ça, c'était fou. Dernièrement, à Villefranche, on prenait des pinceaux, puis tu es en train de manipuler le vivant pour créer des tableaux abstraits pour des prises de vue. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis quand tu regardes dans un microscope, tu voyages très loin. Alors, ça a été un de nos projets phares. Et c'était le début, je vous dirais, parce que éventuellement, on est allé
au-delà de la vidéo puis des écrans, plus dans le transmédia et des expéditions. I'm back. So, l'aventure, en fait, c'est l'aventure. C'est ça qui nous relie aussi. C'est cette envie de partir en voyage, puis de vivre une aventure qui devient un film, qui devient un livre, qui devient une expo, qui devient... Donc, les déclinaisons, à partir de là, sont importantes. Et il n'y a pas vraiment de limite quant à le déploiement de ces médias. C'est plutôt les envies créatives des uns et des autres. Donc, ici, par exemple, on a commencé avec des expéditions liées au plancton. Le Tara, qui est une goélette de France. En fait, c'est une entité qui fait beaucoup entre l'écologie et la science. Ces expéditions sont souvent liées à la science, c'est-à-dire des gens qui partent étudier un phénomène scientifique très, très finement. Puis nous, on est là juste pour soutenir leur travail et les aider à mieux communiquer dans un sens. Mais dans le processus, on découvre des choses aussi. En images, on découvre beaucoup de choses qui sont reliées à ces thèmes scientifiques. Ici, par exemple, c'est une interprétation à nous du plancton. C'est comme un univers assez vaste. Et là, vous voyez que le plancton, ça va des organismes extrêmement petits, donc ce qu'on a vu plus tôt, qui ressemblent à des étoiles, vers les gros organismes qui sont des méduses. Tout ça, ça ne peut pas lutter contre le courant. Alors voilà, ça c'est comme un univers de plancton. Et cette mandala-là, par exemple, a donné lieu à la couverture d'un livre qui s'est ensuite distribué en français, anglais, allemand et japonais maintenant. On revient à Montréal, on a fait une expo sur le Vieux-Port, donc toujours ces planctons, mais version grand tirage. Et ça a été un fait marquant pour nous parce qu'on s'est dit, ah ben ça y est, on peut essayer de faire des expos qui sont plus, on va dire, tangibles. C'est plus du film, c'est plus du site web, c'est quelque chose que les gens peuvent toucher. Voler même. Il y a un des tirages qui s'est fait voler, on était très flattés. On était extrêmement flattés de ça. Celui qui a le tirage chez lui, dans le Vieux-Montréal, je suis sûr que c'est quelqu'un du Vieux-Montréal, dans un grand loft. Franchement, chapeau, parce que... donc ça, c'est des esquisses que... Moi, je fais beaucoup de peinture, d'esquisses. C'est une expo qu'on avait en tête et qu'on a faite finalement à Kyoto, au Japon. Alors, les Japonais, ils sont très bons en scénographie, vous devez le savoir. Ils font des choses très, très, très belles, très pures. Et c'était une expo incroyable au niveau de la scénographie. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont fait des tirages, mais d'une qualité bluffante. On dirait que c'est du rétro éclairé, mais non, c'est vraiment des tirages qui sont éclairés. Puis associé à ça, il y avait une installation qui était plus multimédia, donc du son et des images sur des gros écrans 4K, comme ça. Ça, c'est Sony qui a mis des sous pour ça. Et la bande-son de cette install-là était faite par Ryuichi Sakamoto. Il y en a qui doivent connaître, Alvanoto, tout ça. C'est celui qui a fait la musique de... Le film Mapping. Ouais, whatever. Alors, tout ça, ça a aussi mené, le livre et les expos, ça a vraiment mené à des publications. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, mais les médias sont encore très attachés à ces choses comme les livres ou des choses qu'on voit dans les musées. Donc effectivement, on a eu la couverture de Science avec le Tara, des photos. On a eu Le Monde, New York Times qui ont utilisé ces photos-là. Tout ça, c'est parce qu'il y a un gap qui a été comblé entre la science et l'art. Et je pense que là, on a quelque chose de vraiment important. Beaucoup d'entre vous, probablement, œuvrent dans l'art, mais la science et l'art, moi, je vois beaucoup de similarités dans le mode de recherche. Et on va au fond de quelque chose, que ce soit graphiquement ou avec une méthode scientifique. Et ça m'amène un peu à là où on est maintenant, c'est-à-dire on vient de tourner avec du gros matos. Et là, nous, on n'est pas habitués à ça, nous, avec nos petites 5D Mark III. Là, il y a du gros matos qui vient, puis c'est des Anglais qui amènent ça, BBC, et on nous vole nos images. C'est du pillage, en quelque sorte. On n'a plus nos images, elles ne nous appartiennent plus.
Mais elles vont sortir en 2020 dans une grosse série qui s'appelle Non-disclosure, Planète. non-disclosure agreement. Planète. Puis il y a des gros contrats qui t'interdisent de dire pour qui tu travailles. Mais Non-disclosure agreement. non, mais bon, on s'en fout un peu. Mais moi, Dis-le en français, juste dis-le en français, c'est correct. Là, ils vont jamais comprendre. c'est pour la BBC, ok. Mais en gros, ce que ça nous a appris, c'est que finalement, c'est mieux d'être indépendant. Si tu as les moyens, si tu peux trouver des financements, c'est mieux d'être indépendant. Les images sont à toi. Tu apprends beaucoup plus, tu as plus de temps. Là, c'est production time avec les Anglais, là. Puis, avec le vivant, il faut du temps. Tu ne peux pas faire vite. Tu ne peux pas faire que la méduse bouge comme tu veux qu'elle bouge au moment où tu veux. Donc, finalement, toutes ces années de travail, ça nous a mené à ça. Quelque part, on sera fier quand ça va sortir. Ils vont utiliser 30 secondes. Mais en gros, c'était un rêve aussi de faire une grosse série docu. Et puis on a travaillé avec un des plus grands cinématographes macro au monde. C'était comme le meilleur tournage de Plankton. Hein, on a appris beaucoup incroyable. de choses. C'était the best. On a appris. C'était il y a 3 semaines à Villefranche. C'est vrai que travailler avec les anciens, on n'avait jamais vu une personne âgée, il avait 70 ans, qui nous a autant appris de choses sur ce qu'on fait nous Puis on ne dépendait pas des marins, on traînait des filets à plancton avec des kayaks, puis on les ramenait, puis on triait tous les organismes. C'était incroyable, c'était comme le meilleur tournage, là, tout dernièrement. Donc on va sortir maintenant du plancton. Ouais. So, plankton is really big, but it's not everything. Fait que c'est ça, c'est presque la quasi-totalité de la biomasse des océans, mais il y a d'autres choses dans l'océan. Il y a des trésors et il y a des épaves. Et c'est le sujet de notre film, Legends of Magdalene, qui a été diffusé sur CBC en 2013. Donc, on va prendre une petite pause sur le plancton, mais on va rester dans la mer parce que c'est vraiment un peu le fil conducteur de la plupart de nos projets. Donc, Legends, c'est un film de 45 minutes qui explore les trésors et les naufrages des îles de la Madeleine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà visité les îles de la Madeleine ici, juste par curiosité? OK, quelques personnes dans la salle. Donc, on sait que c'est un archipel très mystique, très mythique, très merveilleux, mais il y a une histoire absolument incroyable dans laquelle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais nos 2 personnages principaux ici, c'est Leonard Clark et Mario Cyr, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est un explorateur, un photographe québécois très connu. Et en gros, Leonard Clark incarne l'esprit des îles de la Madeleine puisque lui-même est descendant de naufragés. Il y a à peu près 1000 épaves autour des îles de la Madeleine qui sont ensevelies dans le sable. C'est vraiment un cimetière marin. Et puis, Leonard a passé toute sa vie à documenter puis à étudier toutes ces épaves-là. Et il y en a une qui renferme un trésor de 6 millions. Puis on parlait de rêve d'enfant. Moi, ça a tout le temps été un rêve d'enfance de trouver un trésor. Puis quand le projet nous a été présenté, on a sauté dessus. Puis on espère que le projet soit comme un tremplin qui fouette Parc Canada à investir dans des fouilles archéologiques autour des îles de la Madeleine. En gros, c'est un peu ça le truc, parce que oui, on aimerait trouver le trésor, mais il y a juste tellement de richesses autour des îles qu'il faut qu'on s'y mette. Et puis, donc, c'est ça, c'est un autre exemple on a tout le temps, Parafilms a tout le temps été aller chercher des financements alternatifs, je vous dirais. On était tout le temps un peu outside the system. Puis ça, c'est un projet bizarre. C'est un film documentaire sur les îles de la Madeleine en anglais qui parle d'une communauté anglophone aux îles. Donc, on est allé chercher du financement au début de sources inconnues, puis après ça, Rogers a embarqué et tout, mais au début, c'était vraiment juste un documentaire un peu ovni sur une communauté anglophone aux îles de la Madeleine. Et quand en gros, on a fait le film à 3 personnes, Noé, moi-même et puis Gregory, on a tout fait, le son, les images, les recherches, tout. Donc, encore une fois, très peu d'argent, mais beaucoup d'investissement de temps. Et puis, juste avant que le film soit diffusé sur CBC en 2013, on est retourné aux îles. Puis ça, c'est l'église de Old Harry, qui elle-même a été construite avec du bois d'épave en 1912. Puis on a fait la première du film là-bas
juste avant que ce soit diffusé sur CBC. Puis la réponse, comme la communauté madélinienne a vraiment apprécié, puis c'était absolument génial de faire ça. Et puis depuis, le film a été vendu à Air Canada, Delta, Air Transat. Donc, c'est vraiment un trip que ça joue dans les avions, en fait. Ça, c'est un de mes crowning achievements, je pense. Parce que j'adore regarder des films dans des avions. Hein. Vraiment incroyable. Et puis, tout récemment, encore cette année, ça a été vendu au RAI, qui est le diffuseur national en Italie. Donc, il va y avoir une version italienne de Legends of Magdalene, avant même qu'il y ait une version française, ce qui est vraiment bizarre. Et, merci. Et puis, il y a des animations dans le film. Alors, on vous a réservé l'animation d'ouverture qui a été superbement peinte par M. Noé Sardet avec des aquarelles. Et je vais drop un autre big name ici ce soir, c'est Sindre Ulvik Pelado, que je sais qui est apprécié de plusieurs animateurs. Donc, c'est lui qui a fait l'animation des peintures de Noé. Est-ce qu'on a du son? Non? Allô, allô. 1, 2, 1, 2. Ouais. Très dramatique, hein, cette animation. En fait, ça me rappelle quelque chose. Il y a quelques années, en fait, non, c'était en 2015. C'était pas il y a si longtemps. On est allé aux îles avec un vieux gréement, un vieux bateau, et on s'est retrouvé dans une tempête en allant aux îles. Au bout de l'île qui s'appelle Grande Entrée, c'est un village Grande Entrée, c'est là où il y a tous les pêcheurs de homards. Le homard que vous mangez, il vient de là. Et en fait, on est venu dans une tempête et c'était un espèce de flashback. On se souvenait de ce film et on arrivait avec une tempête aux îles. C'était complètement surréaliste. C'était comme si on allait se naufrager, puis quelqu'un trouverait un trésor plus tard. Mais on s'est un peu perdu dans cette histoire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent avec les expéditions. En fait, j'en viens aux expéditions et le fait que des fois, on sort un peu de sa zone de confort et c'est ça qui nous met dans une situation avec d'autres où on va se rapprocher, on va échanger des idées et ça va donner des choses magiques dont on va se souvenir toute sa vie. Donc, je vous emmène cette fois-ci en Arctique. Donc, c'est pas si loin. Quand il fait froid à Montréal, c'est les vents de l'Arctique qui descendent et qui nous fouettent. Et en fait, l'Arctique canadien, vous le voyez là, c'est la zone blanche. Il y a le Groenland et les îles de Baffin de l'autre côté. Nous, on est allé dans la baie de Baffin, donc c'est cette zone qui est encerclée là. On est allé 2 années de suite, 2015-2016. La première année, on était sur une expédition scientifique qui étudiait la banquise, ou plus précisément les algues, les microalgues qui sont sous la banquise. Et donc, c'est un espèce de... On pourrait penser à une prairie ou de l'herbe, mais en dessous de la banquise. Et pour ça, il a fallu aller dans un village inuit, donc un village complètement coupé du monde. Il n'y a pas de route qui relie ces villages-là, on s'y rend seulement par avion. Et donc, c'est des communautés inuites assez petites. Beaucoup d'enfants. Kiktarjuak, ça s'appelle. L'Inuktitut est une langue fascinante d'ailleurs. Je vous encourage à la découvrir. Ici, vous voyez, on a dû développer les outils qu'on développe dans le sud, donc un labo pour faire nos images macro. On a commencé à expérimenter avec un drone à ce moment-là. C'était nos premiers vols. Et on avait un grand playground blanc avec des icebergs pour voler autour. C'était vraiment intéressant de pouvoir expérimenter le vol aérien dans ces paysages.
Et surtout, il fallait apprendre d'autres techniques de réalisation et de film parce que les conditions sont intenses, le froid, il faut être très très polyvalent parce que les choses changent très vite sur la banquise. Puis on suivait une mission scientifique, encore une fois, il faut être prêt à modifier son planning tout le temps. Voilà un exemple. Ça, c'est à la fonte de la banquise. Contrairement à ce qu'on peut penser, on peut marcher sur la banquise quand elle fond. On peut marcher très tard dans la saison, même quand il y a des grosses mares de fonte comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'eau en haut et en dessous de la banquise, mais il y a quand même une grosse couche de 1 mètre. Et donc, tous les matins, en motoneige, sur la banquise, jusqu'au camp de glace où les études étaient faites, c'était quand même une aventure. Surtout les trajets en motoneige étaient incroyables au milieu des montagnes. Puis l'année suivante, on est allé sur un brise-glace. Et là, c'est un autre environnement, plus contrôlé, plus efficace pour la science, mais aussi des paysages incroyables et des icebergs. Non sans risque parce qu'il y a des déploiements qui sont assez gros. Les missions scientifiques, il y a des déploiements en hélicoptère, en Zodiac. Tout ça, il faut être conscient que dans l'Arctique, ça peut être très dangereux. Donc il y a des mesures de sécurité. Et on s'est formé à ça. La garde côtière qui assure la sécurité aide à former les gens qui font partie de ces expéditions. Ici, vous voyez un déploiement de filet à plancton, un gros filet à plancton, extrêmement lourd. Il y a même 3 filets, je crois. Et puis c'est ça, donc avec notre voyage en Arctique, on a fait une série web qui s'appelle AOA. Donc déjà, il y a 12 épisodes online qui sont vraiment, vraiment pédagogiques. Donc ça rentre vraiment, vraiment dans la science. Donc si vous êtes curieux d'apprendre sur l'Arctique, honnêtement, c'est vraiment une bonne ressource. Et puis il y a aussi un film qui s'appelle Arctic Bloom qui devrait jouer sur Explora d'ici 2 mois à peu près. Puis on va regarder la bande-annonce maintenant. Sur le camp de glace, là, cette fois, on est dans la nature, on est vraiment isolé et c'est cet environnement grandiose qui nous entoure, d'imaginer qu'on est sur la mer et que la mer est gelée et qu'on peut marcher sur l'eau les pieds secs. C'est assez extraordinaire. Working in the Arctic is hard, difficult, there's extreme weather. Safety is always a concern of dealing with field logistics. Si on veut vraiment étudier la banquise, il faut vraiment venir sur place et pouvoir faire les échantillons. It's all like cumulative data, so from this entire day, I have wavelengths and times. Un bloom, c'est une floraison printanière. C'est une explosion massive de plein de cellules phytoplanctoniques, donc des plantes qui dérivent. And the phytoplankton are grazed by the zooplankton and they're grazed by the fish. So the whole marine ecosystem in the Arctic depends on the phytoplankton. Ici en Arctique, le bloom il est déterminé par la glace parce qu'elle va empêcher la lumière de passer à travers l'eau. Dès que la glace s'amincit et se fragmente, il y a présence de plus de lumière et c'est à ce moment-là qu'on va être présent pour capturer en fait l'initiation du bloom printanier, donc la floraison. We're just seeing how much light is transmitting through the sea ice, which is then available for phytoplankton. How that light fades with depth. What is the color of the light? Wow, Johnny, good job. Ça roule bien, mais à chaque jour de station, il y a toujours une amélioration parce qu'il y a toujours des petits ajouts, des nouvelles équipes qui arrivent. I'm sure that the people of Kikatarjuak have some really interesting things to say about the ecosystem of this area and about the physics of the sea ice, the weather, the meteorology. You know, there's a lot of long-term experience here that oftentimes we don't have. I mean, we don't have long-term records of what the ecosystem is like here, but to some extent that knowledge exists within the people that are here. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que sera l'impact de cette réduction de la banquise sur cette biomasse phytoplanctonique et donc par ricochet, quel sera l'impact de cette réduction de la banquise sur toute la vie marine.
Merci, ça fait chaud au cœur de vous entendre applaudir. Ce film sort d'ici peu de temps. C'était vraiment une aventure très longue. Ça a duré beaucoup de temps, y compris la post-production. Mais il sort très bientôt. Il va être diffusé sur Explora. Est-ce que quelqu'un ici reconnaît ça? Oh, j'ai entendu. Antarctique, ouais, exact. Alors ça montre que Sharif et moi, on est un peu bipolaires. La même année, on s'est retrouvés un pôle et l'autre. La particularité de ces deux endroits, c'est que les journées sont très longues et peuvent être en été très longues, 23 heures de jour, des couchers de soleil qui durent 5 heures. C'est le rêve pour les photographes parce que le magic hour est infini. Donc l'Antarctique, je dirais, ça se mérite. C'est un peu plus rough. Pour y aller, il faut souffrir. On ne peut pas vraiment éviter la tempête, à moins qu'on y aille en avion, mais c'est très, très inaccessible. Les bateaux, si on y va, c'est un gros bateau, je vous le conseille. Un petit bateau, c'est vraiment, vraiment dangereux. Et on passe par les 40e régissants, les 50e hurlants, qui sont des courants contraires, très, très violents. Les vents sont constants. Donc pour aller là, il faut vraiment le vouloir. Et puis finalement, c'est un endroit qui est magique parce que l'empreinte de l'homme y est inexistante. La faune est incroyable, les paysages sont à couper le souffle. Et encore une fois, avec des scientifiques, il faut s'attendre à tout et beaucoup, beaucoup de déploiements sur des endroits très inaccessibles, des hautes falaises de glace ou des choses comme ça. Donc, pas de choix, c'est des hélicos. Puis ça, c'est vraiment rough. Quand on n'est pas trop habitué les premières fois, c'est vraiment... il faut s'accrocher, quoi. Mais finalement, ça donne aussi beaucoup de belles opportunités et des beaux résultats en termes de science, d'échanges scientifiques et des belles images. Là, je vais vous mettre une petite vidéo, mais on ne va pas tout jouer, parce qu'on est un peu en retard. Ici, on voit bien le parcours de l'expédition. Donc, c'est parti d'Afrique du Sud, le leg 1 jusqu'en Australie, leg 2 jusqu'au Chili, et un true circumnavigation de l'Antarctique pour revenir en Afrique du Sud. Donc, c'était 3 mois. Ça, c'est l'académique Prechnikov. Et le tour complet donc, de l'Antarctique. C'est ça qui est assez rare. La plupart des expéditions qui sont faites en Antarctique, c'est sur des bases, puis c'est des allers-retours. Là, on a fait un tour complet, ce qui est vraiment... il y en a eu très peu dans l'histoire de la découverte de ce continent. C'est disons, l'inaccessibilité et la difficulté du climat qui limite un peu ces expéditions-là. Donc là, vous voyez un peu de la science qui est faite à bord. C'est un gros navire russe, 120 personnes sur le bateau. C'est comme un village, un gros village. Puis il faut collaborer. Des fois, il y avait beaucoup de différences culturelles aussi. On voyait des différences avec les Russes, mais on a appris à communiquer, à même faire la fête ensemble par moments. L'ambiance à bord est assez bon enfant, je dirais. Il y a vraiment une bonne ambiance. Les gens savent aussi rigoler, prendre des coups. Ouais. Voilà, donc je vais passer un peu là-dessus. Ah oui, un fait saillant. Et ça nous a sorti complètement de notre rêve de réalisateur. Il fallait faire une carte d'une île qui n'a jamais été cartographiée. Et ça a été vraiment hallucinant. Deuxième fait saillant, ce sous-marin qui était à bord, qui plongeait à 1000 mètres. Ça, c'est des choses très rares en Antarctique aussi, d'aller explorer les fonds marins et de voir les animaux qui s'y trouvent. Et voilà les monstres qu'on y trouve. Donc on a continué ce travail de photo et de manière méthodique pour donner lieu à des expos aussi et un livre qui va sortir. Les coraux des fonds marins. Puis ça, c'est comment c'est fait. Vous voyez, sur un bout de table avec un ordi et encore une 5D Mark III, on y revient toujours. Alors voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient? On va essayer de faire court. Ben, la bipolarité mène à beaucoup de créativité. Tout le monde sait ça. Alors, cette année, il y a 3 grands événements, je dirais, dans la prochaine année. Donc, le livre de ACE, de l'expédition ACE en Antarctique, qui va être publié. Il y a le film Arctic Bloom, dont on vous a présenté la bande-annonce. Et ça, c'est un peu un call-out à la communauté
de Montréal, des animateurs. Ça, c'est une série qu'on essaie de développer qui s'appelle « Les Chroniques du sol ». L'idée, ce serait de faire un peu exactement comme les Chroniques du plancton. Donc, une série web avec des épisodes courts sur les bactéries, les champignons mycorhizes, les protozoaires. Donc, des épisodes très ciblés sur certains organismes. Puis, on a besoin d'animation parce qu'il y a des interactions biogéochimiques qui sont presque impossibles à filmer ou à illustrer. Donc, on a besoin d'animateurs. Et on aurait besoin d'un producteur aussi. Donc, si quelqu'un peut nous chercher du financement parce qu'on est tout le temps dans les trucs alternatifs et puis il n'y a pas de cash, et puis il n'y a pas de structure en place, c'est pas Villefranche-sur-Mer où est-ce qu'il y a un labo en place, on a besoin d'aide. Alors, si jamais ça vous tente, les Chroniques du sol qu'on essaie de développer avec Jean-Marc Abella, ce serait un projet magnifique en chantier en ce moment. Donc, voilà, ça c'est Parafilms, a.k.a. les macronautes qui magnifient les mystères de la nature.